Corps à corps à corps. Et aujourd'hui, encore à corps, chose atypique, mais finalement, vous allez voir que tout ça est lié avec l'aventure terrible qu'a vécu Renaud Bochart. On pourrait dire que c'est une forme de corps à corps. Nous recevons Renaud Bochart dans cette chronique, dans cette rubrique. Bonjour Renaud Bochart. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle, vous êtes avocat, vous êtes notre correspondant Tocsin aux États-Unis. Et on va bientôt d'ailleurs avoir cet événement spécial des élections américaines. Vous êtes auteur de ce livre, Christopher Lasch, un populisme vertueux chez Michalon. Auteur du Substack Les Chroniques grégoriennes et du podcast French Invaders avec Pascal Clairotte, qui est le co-animateur de ce podcast. Vous, en fait, vous aviez prévu une chronique, on va dire, plus classique, revenir sur la politique américaine et ce qui se joue en ce moment. Et puis, vous avez vécu vous-même une forme, on peut dire, un drame. Enfin, oui, vous allez nous dire comment vous le définissez. Quelque chose de terrible, en tout cas, qui vous est arrivé à vous et à votre famille. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, c'est quelque chose d'assez sensationnel. J'ai été victime de ce qu'on appelle le swatting, S-W-A-2-T-I-N-G. Qui vient de SWAT, qui signifie troupe d'élite, troupe d'intervention en fait. Donc ça consiste à en fait faire une dénonciation calomnieuse sur 911, sur le numéro des urgences, dans l'espoir de faire intervenir une troupe d'intervention chez la personne. Donc en l'occurrence, une personne mal intentionnée a appelé 911 en disant que j'avais tiré sur ma femme et prétendant être un de mes fils, caché dans une armoire, disant que j'étais en train de le chercher dans la maison. L'un de vos fils. Ah oui. Exactement. Et donc ça a entraîné une descente de troupes puissamment armées, d'intervention puissamment armées, avec des fusils d'assaut qui rampaient autour de ma maison, de chaque côté de ma maison. D'après ce que j'ai compris, il y avait même un hélicoptère qui avait été réquisitionné, ce qui signifie que la police de l'État avait été... Parce qu'en fait, il y avait la police de ma commune, la police du comté et apparemment la police de l'État. S'il y avait un hélicoptère, ça veut dire que c'était la police de l'État. Mais c'est incroyable. Et il y avait combien de personnes environ ? D'après ce qu'un de mes voisins m'a dit, c'est difficile encore une fois de démêler, de savoir. J'étais à l'intérieur, puis je n'avais surtout pas envie de sortir. Oui, vous avez des gens en fusil d'assaut, avec des fusils d'assaut devant chez vous. Il est mieux de ne pas sortir. Et donc, un de mes voisins a dit à ma femme qu'il avait vu entre 10 et 12 voitures de police quand même. C'est ce qui est assez... Ce qui est assez important. Alors, racontez-nous ce qui vous est arrivé, vous, justement, de l'intérieur. C'est-à-dire, vous dormez, a priori, c'est la nuit, c'est ça ? C'est arrivé la nuit ? C'est arrivé à peu près entre 11h30 et minuit. D'accord. Donc, vous êtes tranquillement chez vous, et d'un seul coup, vous entendez des bruits, ne bougez plus. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Non, ma femme a été réveillée, en fait, par les lumières des lampes torches de la police qui se reflétait sur la fenêtre de notre chambre à coucher. Et donc, elle s'est levée, elle a regardé à la fenêtre. Et puis là, un des policiers l'a vue et a commencé à engager la conversation avec elle en lui demandant de descendre. Et puis, je me suis réveillé, je suis descendu avec elle. Et là, ils ont compris immédiatement qu'il s'agissait, d'ailleurs, un des policiers a dit « You've been swatted ». Vous avez été victime de swatting. Et c'est vraiment un très, très gros problème. Il faut savoir que le swatting, c'est tellement important, c'est un phénomène tellement important que le gouverneur de mon État, le Maryland, a promulgué un Anti-Swatting Act en octobre 2023. Ça concerne, pour une anecdote, la représentante à la Chambre des représentants républicaine de Georgie, pardon, je cherche son nom maintenant, Marjorie Taylor Greene, elle était victime d'à peu près de 8 incidents de swatting. Et puis j'ai fait des recherches depuis, j'ai vu qu'il y avait une famille qui avait fait l'objet de 43 incidents de swatting dans le Midwest.
Donc c'est vraiment une dénonciation calomnieuse avec quand même l'idée que vous pourriez, le cas échéant, vous faire tirer dessus par les forces de l'ordre Ah oui. lorsqu'elles descendent chez vous. Il a été heureux d'ailleurs à ce sujet que ce soit ma femme Oui. qui ait répondu en premier plutôt que moi, puisqu'on ne sait pas du tout comment ça aurait pu se passer. Oui, Donc, parce que votre femme, dans l'histoire racontée, était la victime. Donc, en effet, ils ont probablement tenté de l'extraire de sa situation. C'est vrai que c'est assez choquant. Et, alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans cette affaire, si je peux me permettre de dire que c'est intéressant. C'est que d'abord, vous dites une police extrêmement armée, troupes d'intervention, munis de boucliers, a priori d'armes d'élite. Et alors, ça fait quand même vous dites peut-être une dizaine de voitures, donc une trentaine de personnes qui interviennent. C'est énorme. Nous, on n'imagine même pas ça en France. Enfin. Pardon de faire cette comparaison, mais pour le Bataclan, on n'a pas vu autant de voitures s'arrêter devant le Bataclan au moment de l'action. Et là, sur seulement un coup de téléphone d'une personne qui calomniait, mais donc sans vérification, comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui se mobilisent? Vous avez une police super réactive? Oui, ça, de toute façon, la police est assez réactive, et elle est assez réactive notamment lorsque vous mentionnez deux choses en particulier. Ce qui me laisse entendre d'ailleurs que la personne qui a appelé a utilisé et connaissait vraiment tous les bons mots pour provoquer cette réaction de la part de la police, puisque lorsque vous mentionnez violence conjugale et lorsque vous mentionnez arme à feu, avec en plus un mineur en danger, ça déclenche nécessairement, avec toutes les tueries dans les écoles, ça déclenche nécessairement une descente massive de la police. On peut, en revanche, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des protocoles maintenant quand même contre le swatting. On peut se demander, il se trouve que le dispatcher 911 a vu apparaître que le numéro ne venait pas de chez moi, d'un des téléphones de notre famille, mais le numéro qui s'affichait était étrangement le numéro de téléphone de la mairie de ma ville. Oula, Et mais c'est mairie intéressant de la ça ville, aussi. ma ville qui est en même temps en fait le numéro de la police locale. Donc ça, tout ça est assez étonnant, ce qui me fait d'ailleurs penser que si c'est un faux numéro qui a été utilisé par la personne qui a fait l'appel, ça me fait penser que c'est nécessairement une personne De la mairie. qui est pas de la mairie, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui me connaît localement, pas quelqu'un avec qui mon fils, par exemple, Vous aurait pu voulez dire, oui, quand vous dites interagir. c'est un numéro de la ville, de la mairie, enfin, en fait, vous voulez dire c'est un numéro local. Ça indique que c'est clairement quelqu'un qui vit Oui. dans les alentours de ma commune. D'accord, Donc, d'accord. Non, j'avais compris que c'était un numéro qui venait carrément de la mairie, ce qui commençait à faire beaucoup là. Mais non. Oui, bah c'est le numéro de la mairie qui s'affichait ouais. sur 911. Mais les policiers me disent que c'est quelqu'un qui a utilisé qui a utilisé le numéro de la mairie comme un spoof number, donc comme un faux numéro. Ouais, bon, ça prouve quand même qu'il s'y connaît bien. Hein. Ça prouve que on est en face de quelqu'un qui vraiment d'abord voulait me faire du mal. Oui. Et on est en face de quelqu'un qui connaît, qui a un certain nombre de moyens sophistiqués à son usage. Donc là-dessus. Alors après, bon, moi, je ne veux pas sur spéculer. C'est vrai que. Oui, mais quand même, enfin, tentons de comprendre qui et pourquoi. Bah, maintenant, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il y a une dénonciation calomnieuse contre moi, et que la dernière fois, une dénonciation calomnieuse contre ma famille a été faite. C'était dans le cadre d'une élection locale. Je me suis présenté comme conseiller municipal il y a 3 ans, en 2021, ce qui s'était terminé par une visite de la police après une fausse dénonciation comme quoi mes enfants auraient tiré à la carabine à plomb sur un petit voisin. Ce qui est alors là, on est quand même, on va crescendo avec le swatting. Oui. Donc, est-ce que c'est relatif à une période de fièvre électorale, sachant que en même temps, moi, j'affiche pas, mais j'ai pas de panneau sur mon gazon. D'ailleurs, je le ferai pas, je le ferai jamais, avec des messages politiques. Mais la dernière fois, il est clair que des gens étaient allés fouiller dans mes comptes de réseaux sociaux, avaient même traduit les articles que j'écrivais à l'époque dans le Figaro, Ah oui. en disant pour accréditer le fait que je serais un dangereux réactionnaire, trumpiste, etc. Est-ce que vous pensez que vos prises de parole pour Toxin, par exemple, ont pu aussi jouer?
C'est possible, notamment le fait que ce soit contemporain, soit quelques semaines après une vidéo dans laquelle j'apparais avec une casquette marin Hmm. lorsque j'étais rendant compte du meeting Rescue the Republic. Donc c'est possible. C'est aussi possible que ce soit quelque chose qui soit complètement distinct. C'est possible que ce soit un rival professionnel de mon business, jaloux de mon business, ou un rival de l'entreprise de ma femme. C'est tout à fait bon, tout est ouvert. C'est possible que ce Et, soit lié et la police aux enquête ou enfants. pas? La police enquête, mais on voit, moi j'ai vu le procès verbal qui a été pris par l'officier de police de la police locale. On voit très très bien que tout est fait pour minimiser. Il ne mentionne pas d'ailleurs que ce soit un acte de swatting. Il mentionne que ce serait une utilisation délictueuse des outils de communication comme les téléphones, etc. C'est pas du tout de ce dont il s'agit. Il y a vraiment une loi maintenant anti-swatting dans mon État. Donc celle-ci devrait être visée, puisque le motif de cet appel était de faire intervenir des troupes d'intervention. Oui, Ça, c'est de l'intimidation finalement, d'une certaine façon, c'est, avec des fusils c'est, d'assaut quand même, hein. C'est très impressionnant. c'est très impressionnant. Donc qu'effectivement, est-ce que c'est le signe de ce nouveau normal que je dénonce souvent et auquel beaucoup de personnes sont maintenant confrontées, à commencer par la personne qui a inventé le terme de nouveau normal, qui est le satiriste C.J. Hopkins, qui lui est poursuivi en Allemagne pour avoir comparé le régime covidien au régime nazi comme pour apologie du nazisme. Hmm. Donc, C'est dingue. on voit très très bien qu'il y a des signes inquiétants d'instrumentalisation des forces de l'ordre, de la police, de la justice, pour faire taire des opposants Ouais. politiques. Et ça, c'est tout à Ça, fait. ça, ça ne vous fait pas peur, Renaud Bajard? Oh, si, ça me fait peur, et ça me fait peur d'autant qu'on voit que là, on est à une semaine seulement d'une élection, et la semaine dernière, on a dépeint Trump comme Hitler. Vraiment, les références au point Godwin sont omniprésentes maintenant, hein. Donc, ça me fait très peur quand on voit ce qui se passe, ce qui se profile. Fortifier la démocratie, sauver la démocratie, au nom de lutter contre la présence de l'Antéchrist à la Maison Blanche. Alors, il se trouve que, en l'occurrence, cet Antéchrist a de fortes chances maintenant de remporter cette élection dans 8 jours. Ouais, alors justement, on va élargir un peu le focus, on va parler un peu de politique américaine. Euh, Kamala Harris, d'après vous, continue à accumuler les fiascos. Vous pouvez peut-être nous dire un mot. Il y a des sondages qui montrent maintenant désormais vraiment nettement une avancée, une avance de Donald Trump. Et puis, il y a aussi autre chose que les sondages, mais les médias, plutôt le succès d'audience de ce qui n'est pas des médias classiques, mais des podcasts notamment, avec des interviews de Donald Trump qui cartonnent. Oui, alors plusieurs choses dans votre question. Oui. D'abord, il faut revenir à la semaine du 7 octobre, puisque là, on a assisté à un complet changement de stratégie de la campagne de Kamala Harris. Kamala Harris le Parti démocrate avait essayé de reproduire l'exploit de 2020, d'une campagne menée par un candidat assez peu crédible au départ, et en l'occurrence de porter à la Maison Blanche un homme sénile en le cachant pour l'essentiel. Que Biden, en 2020, avait fait campagne depuis le sous-sol de sa maison, sa résidence balnéaire à Rehoboth, dans le Delaware. Et là, on a essayé de reproduire le même effet avec Kamala Harris, hein. Donc, candidate qui n'accordait aucune interview, une seule interview en fait entre le moment où elle a été désignée comme candidate du Parti démocrate, d'abord par Biden, puis ensuite confirmée par la convention du Parti démocrate, et puis le début octobre. Donc c'est quand même assez étonnant, et donc
changement de stratégie complet. On arrête d'une campagne qui se caractérise par des meetings où Kamala Harris lit un discours sur un téléprompteur, où d'ailleurs elle ne dit rien. On sait pas, on ne savait rien de ce que serait une politique menée par un programme de Kamala Harris. Et puis, tout d'un coup, c'est vraiment le blitzkrieg dans les médias. Alors d'abord, ça commence par une série d'interviews, comme on appelle softball, qui sont des interviews complaisantes. Alors là, j'en cite quelques-unes. 60 Minutes, Stephen Colbert, The View... The View, qui est un programme où vous avez quelques dindes comme Joy Behar ou Whoopi Goldberg qui posent des questions. Et Howard Stern, elle est passée sur le podcast Call Her Daddy, qui est un podcast sur la sexualité. Elle est passée sur Univision, sur Telemundo. Elle a fait un town hall sur CNN. Et puis, une interview, la seule qui n'ait pas été une interview de complaisance et qui a été vraiment Fox News par Bret Baier, ça a été vraiment un fiasco complet, l'interview par Bret Baier. Et puis elle est passée sur le podcast dans l'émission d'un animateur qui s'appelle Charlemagne d'Agod. Donc, tout d'un coup, changement complet de stratégie, ce qui laisse penser que les sondages étaient vraiment calamiteux pour Kamala Harris lorsque ce changement de stratégie, c'est pas, en tout cas, les sondages internes du Parti démocrate par rapport aux sondages publics. En fait, en la première semaine d'octobre, elle avait encore un petit peu d'avance dans les sondages. Depuis, ça s'est complètement inversé. Peut-être d'ailleurs que vous pourriez montrer la page d'accueil de Real Clear Politics. Alors on a pris directement en photo les sondages qu'on peut voir ici à l'antenne. Les sondages, et puis en dessous, deuxième tableau un peu plus petit, les comparaisons par rapport à 2024, 2020 et 2016. Donc c'est en effet assez intéressant parce qu'on voit vraiment les chiffres. Donc là, on voit en effet une nette avancée de Donald Trump sur sur énormément de... je suis en train de lire en même temps, sur énormément d'États. Oui, alors dans les battlegrounds, d'ailleurs, sur votre capture d'écran, on voit pas en fait les principaux États clés, mais si vous regardez, d'abord, chose étonnante, pour la première fois, Trump est en avance sur les sondages nationaux. Ça veut rien dire, les sondages nationaux, c'est pas important, parce que les sondages importants, les plus importants, sont les sondages dans les États clés. Et si vous reprenez en fait les sondages dans les États clés, notamment le Wisconsin, la Pennsylvanie, le Michigan, l'Arizona, le Nevada, la Caroline du Nord et le Wisconsin, Trump est vraiment est en avance dans tous les États clés. Et ce qui est très intéressant, c'est le deuxième tableau. Si vous regardez les comparatifs entre 2024, 2020 et 2016, vous voyez que Trump fait même pour la Floride, par exemple, en 2016 et en 2020. Trump était à égalité avec Biden dans les sondages en Floride, et Clinton avait une avance en Floride, qui est maintenant, la Floride, c'est vraiment un État complètement dans la colonne Trump. Trump avait 8 points d'avance en Floride. Il a 7 points d'avance en Ohio. Et si vous prenez par exemple, si vous prenez le Michigan, par exemple, vous voyez que Trump a une très faible avance dans les sondages aujourd'hui, et vous voyez que Biden et Clinton avaient une avance de 8 et 7 points respectivement. Donc, c'est des États qu'il est en train de gagner, en fait. Oui. Ce sont des États qu'il est en train de gagner. Donc, on voit très bien que dans les États clés, Trump fait des performances dans les sondages aujourd'hui qui sont bien supérieures à ce qu'il n'a jamais réalisé. Or, on sait très très bien que Trump a une capacité à défier les pronostics des sondages et que les élections tendent en fait à renforcer la performance de Trump par rapport aux sondages qui précèdent les élections. Oui. Donc, en l'occurrence, et lorsqu'on sait qu'il y a des sondages internes et des sondages qui sont diffusés vis-à-vis du public, je pense que les sondages sont assez calamiteux pour Kamala Harris, à tel point d'ailleurs que vous commencez, y compris dans des médias mainstream, à avoir un certain nombre de commentateurs qui commencent à parler même d'une victoire de Trump dans le vote populaire.
ce qui serait quelque chose d'assez souhaitable, parce que ça couperait le pied à des possibilités qui seraient vis-à-vis du camp démocrate, qui seraient de contester la légitimité du collège des grands électeurs pour décider qui entre à la Maison-Blanche pour lui substituer le vote populaire. Oui. Et ce qui est très important, c'est qu'on parle souvent, lorsqu'on commente les élections, d'une marge de fraude. Il y a eu des fraudes en 2020, mais le problème de l'élection 2020, c'est que le résultat de l'élection de 2020, Biden remportant l'élection, était quand même un résultat crédible, notamment un résultat crédible au vu des sondages qui précédaient l'élection. Là, en l'occurrence, on est en présence d'un résultat qui ne serait pas crédible. Donc, on dit que maintenant Trump en fait serait au-dessus de la marge de fraude, qui fait que il serait très difficile pour le Parti démocrate de remporter cette élection grâce à la fraude. Donc, je vois un regain d'optimisme finalement chez vous, Renaud Bochart, parce qu'il y a peu de temps, vous disiez de toute façon, ça va être terrible entre la fraude et éventuellement les risques pour sa vie. Vous ne voyez pas comment on va dire l'État profond aurait laissé faire. Là, vous dites qu'il y a une telle marge d'avance que ça va être plus difficile. Alors, je dirais que sur l'élection en soi, sur le fait que Trump va remporter cette élection, en tout cas remporter l'élection dans ce qui compte, c'est-à-dire le collège des grands électeurs, ça paraît être assez sûr, assez certain maintenant. Maintenant, il y a tout de même un certain nombre de signaux inquiétants qui font penser que le Parti démocrate et l'uniparti a un plan B. Ou je dirais un plan G ou J, si on considère toutes les stratégies qui ont déjà été utilisées, l'enfer, l'assassinat, les accusations diverses, les insultes, les manipulations des médias, etc. Enfin bon. Mais c'est quoi le plan B alors, ou C ou J ou... Le plan B ou le J, ce serait cette fois-ci, alors c'est exprimé c'est ce qui explique d'ailleurs la multiplication des références au point Godwin dans les derniers jours de la campagne, depuis une semaine maintenant. Donc le point Godwin, c'est donc cette référence au nazisme, hein. Cette référence au nazisme qui a commencé, alors vraiment, ça a démarré à partir d'un article, ni fait ni à faire, du rédacteur en chef de The Atlantic, Jonah Goldberg, qui a fait... En fait, on reproduit les mêmes méthodes que Russiagate, c'est-à-dire qu'on multiplie la référence à de diverses sources anonymes en disant que Trump aurait dit dans une réunion à la Maison-Blanche lorsqu'il était président qu'il rêverait d'avoir des généraux comme Hitler. Donc tout de suite, ça a provoqué une espèce de débordement, d'utilisation massive de la référence à Hitler, à tel point que vous avez aussi la journaliste Anne Applebaum qui a écrit quand même un article, alors là, qui disait, bon, Trump est non seulement Hitler, mais il est aussi Staline et Mussolini, allons-y. T'as qu'à faire, oui. Et hier soir, MSNBC passait des images du meeting de Trump au Madison Square Garden à New York, en même temps que des images d'un meeting de Hitler, d'ailleurs non pas même en 1933, mais en 1939, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale. Donc on est en train... Alors ce qui est intéressant, c'est que pourquoi est-ce qu'on multiplie les références à Hitler maintenant? C'est sans doute dans le but de préparer une stratégie à partir d'une interprétation constitutionnelle de la clause de garantie qui est à l'article 4, alinéa 4 de la Constitution américaine, qui prévoit que le gouvernement fédéral doit être le garant vis-à-vis des États notamment, du maintien de la forme républicaine de gouvernement. Oui. Donc si Trump et Hitler... on n'est pas dans une forme républicaine. On n'est pas dans une forme républicaine de gouvernement, auquel cas, c'est vraiment l'option nucléaire. C'est de dire, là, cette fois-ci, Biden refuse en fait de transférer le pouvoir à Trump, vainqueur des élections. Ouais, mais c'est trop énorme. Le peuple qui a voté ne le laissera pas faire.
Ah Et ben ça veut dire le peuple dans la c'est-à-dire rue, que là. Ouais. c'est vraiment aller au clash. Mm. C'est vraiment l'option nucléaire. Oui. Donc, mais cette option nucléaire, elle est envisagée dans un certain nombre d'articles, et on a vu une floraison d'ailleurs d'éditoriaux, de tribunes dans le Washington Post, dans le New York Times, à la fin de la semaine dernière, qui faisaient état de scénarios assez exceptionnels dans le cas d'une victoire de Trump. Et ça faisait écho à un certain nombre C'est incroyable. d'articles d'universitaires américains, des spécialistes de droit constitutionnel et de sciences politiques, qui envisagent effectivement de faire référence, même un philosophe comme Michael Walzer, qui est quand même une des grandes, des Donc c'est superstars déjà américaines de la envisagé philosophie officiellement. politique. C'est déjà officiellement envisagé dans les médias bien pensants. Ah oui, si vous, C'est incroyable. je vous ai envoyé un article de Fulcrum d'un auteur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est un professeur de sciences politiques à Amherst College. C'est vraiment une des universités les plus progressistes des États-Unis, mais c'est un article très sérieux qu'il envisage très sérieusement. C'est un article qui date de début octobre. Donc ça c'est très inquiétant. Si vous ajoutez dans ce mix aussi un certain nombre d'autres choses inquiétantes, notamment le Pentagone. Alors ça c'est tout à fait. Le Pentagone a révisé, a amendé une directive 5240-01 en autorisant et prévoit pour la première fois la possibilité, dans le cadre de graves troubles sociaux sur le territoire américain, la possibilité pour les forces armées américaines d'utiliser la force létale contre des populations américaines. Donc ça, Ouais. encore une fois, tout ça s'ajoute au contexte. Donc voilà pourquoi... Un petit air des gilets jaunes, tout ça d'ailleurs. Hein. Petit air des gilets jaunes, et voilà pourquoi entre la perspective d'une victoire de Trump la semaine prochaine dans le scrutin et son investiture, c'est un chemin chargé d'embûches qui commence. Oui. Renaud Bochard, L'investiture se passe en janvier. Et jusqu'à votre propre chemin personnel, puisqu'on a rappelé ce qui vous est arrivé, qui est absolument terrible. Je voulais juste rapidement, si vous voulez bien, revenir sur cette interview de Donald Trump par Joe Rogan. Donc oui, là, pareil, en changement de paradigme, pendant que les uns analysent comment le mussoliniste nazi Donald Trump pourrait être anti-républicain à la tête de l'État, même si tout le monde a voté pour lui, d'autres font des interviews de Donald Trump de 3 heures, et là on est sur des records d'audience. Aujourd'hui, j'ai regardé, on est à 32 millions, plus de 32 millions de vues. Oui, en plus, la vidéo de Joe Rogan, apparemment, est censurée sur un certain nombre de médias, notamment YouTube. L'algorithme de YouTube, en fait, là, semble censurer l'interview de Joe Rogan, de Trump par Joe Rogan. Juste une petite chose, je fais un petit pas de côté avant de rentrer de parler de Rogan. Cette interview de Joe Rogan, elle est contemporaine en même temps d'un événement tout à fait extraordinaire dans l'histoire des élections présidentielles américaines, en tout cas depuis les années 70, qui est le refus à la fois du Los Angeles Times et du Washington Post d'apporter leur soutien à un candidat, et en l'occurrence un candidat démocrate. Ces quotidiens ont toujours soutenu un candidat démocrate. Il y avait une seule exception. En 1988, le Washington Post avait refusé d'apporter son soutien à Michael Dukakis contre George Bush père. Et Dukakis, qui était considéré comme sans doute le candidat le plus médiocre jamais présenté par le Parti démocrate, avant Kamala, bien sûr. Oui, donc on voit la comparaison. Donc là, Washington Post, on est dans les médias, on va dire mainstream. Joe Rogan, en revanche, on est dans un podcast. Oui, alors Joe Rogan, ce qui est très important, c'est que on nous rabat les oreilles en permanence en nous disant il faut faire du format court, les gens ne veulent que du format court, 30 secondes, 10 minutes au maximum, rapide, efficace, etc. Rapide, efficace. Et Joe Rogan, alors encore une fois, Joe Rogan, c'est le plus grand podcast de la planète. On parle de ça en pic, il a à peu près 300 millions de téléchargements mensuels. On l'invite d'ailleurs sur Toxin s'il veut venir prendre la parole. Avec grand plaisir, ce serait formidable.
c'est très très intéressant le podcast de Joe Rogan. En même temps, c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître puisqu'il était l'animateur de Fear Factor et a lancé ensuite ce podcast qui fait intervenir tout un ensemble d'invités tout à fait hétéroclites. Et vous avez beaucoup de Navy SEAL, vous avez beaucoup de stand-up comedians. Et donc, c'est le podcast le plus populaire de la planète. Et ce sont des interviews de 3 heures. J'ai jamais vu jamais entendu un podcast de Joe Rogan qui soit moins de 2 heures. Donc, et là, l'interview de Trump, en l'occurrence, est une interview de 3 heures. Donc là, quand on pense que une émission assez peu regardée de Joe Rogan, c'est 15 millions d'auditeurs. Avec Trump, on peut penser que ça touche à peu près 100 millions de personnes, voire là, plus. en 2 jours, 32 millions, je crois qu'on on a les 2 jours passés. Oui, c'est sûr, ça va partir très très fort. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait plus de la moitié, quand on est à 15 millions, donc on est quasiment au double, plus de la moitié de ce qu'a pu faire du record d'audience des médias mainstream en interview d'un candidat américain. Donc, si vous voulez, on est sur des audiences qui sont jamais vues par les médias mainstream, en fait. Oui, et il faut savoir en même temps que, attention, c'est une épreuve d'aller chez Joe Rogan. C'est quelqu'un qui a un très gros bullshit detector, comme on dit ici, qui pose des questions pointues, qui fait du suivi sur ces questions, qui fait vraiment un travail de journalisme, un excellent travail de journalisme, qui est extrêmement scrupuleux, qui est complètement libre, totalement, absolument pas inféodé à un parti. Oui, c'était pas complaisant vis-à-vis de Donald Trump. Ah, non, c'était pas une interview complaisante vis-à-vis de Donald Trump comme celle que Kamala Harris a pu donner sur des chaînes comme CNN, par exemple. Donc, ce qui a été, je crois que c'était tout à fait symbolique, ce refus de la part du Washington Post d'apporter son soutien à Kamala Harris, et en même temps que l'interview de Trump par Joe Rogan, parce que beaucoup de gens ont souligné que c'était vraiment la passation de pouvoir, que nous étions dans un changement de paradigme complet entre les médias, où vous avez ce paradigme des médias corporate, des médias mainstream, moi je les appelle les médias lamestream maintenant, donc c'est des vrais médias d'information, des médias libres. Or, alors c'est en même temps contemporain d'un autre chiffre qui me paraît tout à fait intéressant, c'est que Gallup, entre autres institut de sondage, a fait un sondage sur la confiance des Américains dans les médias mainstream. Bah oui. Et 70% des Américains ne croient pas un mot de ce qui est prononcé sur les médias mainstream. Ce qui veut dire que quand vous avez un modèle comme celui-là, où si vous vous exprimez devant des gens et 70% pensent que vous mentez éhontément et en permanence, il est clair que vous avez un problème avec votre business model. Donc, qu'est-ce qui peut sauver ce business model? Et là, ça fait référence à un entretien récent d'Hillary Clinton dont j'avais déjà parlé il y a quelques semaines, lorsqu'elle disait, si nous ne censurons pas des plateformes comme Twitter, par exemple, eh bien, alors le nous est très important, c'est qui est nous? Oui. Nous perdons le contrôle total. Alors, le contrôle, c'est pas seulement on perd le contrôle, c'est on perd le contrôle total de la situation. Donc, cette interview de Joe Rogan était vraiment le symbole d'un changement d'air en matière de médias. Donc, là-dessus encore, on est vraiment dans un combat entre des forces cosmiques, y compris dans l'écosystème des médias. Ouais, et c'est quand même incroyable. Ça fait partie des bonnes nouvelles quand même de se dire que voilà, ce changement d'air, il a lieu. Joe Rogan le montre, Tucker Carlson le montre, et puis Toxin, et évidemment vous aussi, Renaud Bochart, avec votre Substack, le podcast Les French Invaders. Et on y participe aussi à notre mesure, évidemment. Mais ce changement de paradigme a lieu, et il faut y aller, il faut suivre ce qui se passe, parce que c'est quand même assez passionnant. Merci beaucoup, Renaud Bochart, pour toutes ces informations. Je rappelle donc justement que vous êtes auteur de ce Substack Les Chroniques égrégoriennes, et puis du podcast Les French Invaders. Et puis encore une fois, surtout prenez soin de vous, parce qu'on a compris quand même, je ne vais pas dire que vous êtes en danger, mais si un peu quand même. Donc prenez soin de vous, Renaud Bochart, et à bientôt. Merci Clémence.